Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Second tour de la présidentielle au Mali, les bureaux de vote ont fermé à 18h. Quel bilan peut-on tirer de ce scrutin? Nos invités analysent et décryptent sur ce plateau. Ils sont Baba Dakono, chercheur à l'ISS, Institut d'études et de sécurité, David Dambélé, journaliste, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur à l'Université du Mali. Je suis Issa Fakawa Sissoko pour la présentation de ce débat. Le grand dialogue. Alors, comme je le disais, le second tour de l'élection présidentielle au Mali a eu lieu aujourd'hui. David Dambélé, vous êtes journaliste, donc observateur. Et à 18h, quel constat faites-vous de ces opérations de vote? Merci Issa, merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler de ce deuxième tour. Alors, sentiment de démobilisation dans le rang des électeurs que j'ai pu noter. Sentiment de... Voilà, malgré l'appel, les consignes données par voilà, les candidats qui sont arrivés malheureux à l'issue du premier tour pour voter en faveur de tel ou tel. Et malgré aussi voilà, cette rétention, l'absence de consignes, on a vraiment senti une démobilisation. Et donc, la mobilisation n'est pas à la hauteur de celle qu'on a pu noter lors du premier tour. Et voilà, pour les raisons que j'ai citées et pour d'autres raisons également. Voilà. Merci David. Baba Dakono, c'est vrai qu'au Mali, les électeurs sortent très peu. Est-ce que vous avez fait le même constat de cette faible mobilisation des électeurs? Oui, je partage ce constat. Il y a quand même une faible mobilisation par rapport au premier tour de ce scrutin. Par rapport même aux précédentes élections, on voit que finalement, on est dans la rechute du taux de participation par rapport aux élections au Mali. Donc, je partage ce constat qui s'explique par plusieurs raisons sur lesquelles j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Ok. Docteur Tunkara, est-ce que cette faible mobilisation des électeurs pourrait être due peut-être à l'insécurité que connaissent les régions du Nord et du Centre? Oui, naturellement, l'insécurité est un des facteurs qui pourrait expliquer cette rétention ou cette abstention dont les électeurs font l'objet. Mais au-delà de l'aspect insécuritaire, notamment pour les cas précis de la région de Mopti, effectivement, on a constaté que lors du premier tour également du scrutin, beaucoup de localités dans la région de Mopti n'ont pas pu effectuer les votes comme on aurait bien le souhaité. Et dans le même temps, lors de ce second tour également, certes, l'insécurité a été contenue d'une certaine manière, mais majoritairement, des localités qui n'ont pas pu effectuer le premier tour, une bonne partie est restée, sans pour autant aussi effectuer le vote. Mais ce qu'il faut ajouter au-delà de cet aspect insécuritaire quant à l'abstention des électeurs, si vous regardez un peu la cartographie de la politique dans le contexte malien, il y a quand même des inquiétudes à se faire à ce stade. Lesquelles inquiétudes ont pour nom la non-cohérence même des acteurs politiques. Qu'on soit de la majorité ou qu'on soit de l'élite au pouvoir, s'il y a un dénominateur commun aujourd'hui aux électeurs maliens, c'est cette non-cohérence. Vous ne pouvez pas comprendre des mêmes responsables politiques qui ont combattu le régime précédent, ce sont ces mêmes responsables aujourd'hui voilà, qui sont avec le régime, j'allais dire, ce sont ces mêmes responsables qui pensaient que le quinquennat précédent n'était pas du tout satisfaisant quant à ces réponses apportées aux demandes sociétales. Mais ce sont ces mêmes acteurs également qui aujourd'hui ont du mal justement à se définir à une horizon claire. Au-delà de cette non-cohérence des acteurs qui rythment la scène politique malienne, à cela s'ajoute également l'immixtion du religieux, qui est quand même une inquiétude dans une démocratie. Si vous regardez un peu dans l'élan du premier tour, effectivement, il y avait quand même une présence massive du religieux dans les champs politiques. Parallèlement à cette immixtion du religieux dans les champs politiques, il faut aussi noter que beaucoup de cas, ce qu'on pourrait qualifier de pratiques
des pratiques corruptives ont été constatées, sont d'ailleurs constatables également à l'issue du scrutin de ce second tour, lesquelles pratiques corruptives dénotent à combien effectivement les choix opérés par les électeurs comptent peu. Donc finalement, beaucoup d'électeurs se disent qu'ils fassent les choix ou qu'ils ne les fassent pas, peu importe, parce que justement, ce qui anime aujourd'hui l'offre politique, ce sont des acteurs qui ne croient qu'aux pratiques corruptives, ce sont des acteurs qui ne croient qu'au népotisme, ce sont des acteurs qui ne croient qu'au raccourci. Donc finalement, il y a eu ces désintérêts vis-à-vis même du fait politique, parce que les populations, dans leur écrasante majorité, ont la ferme conviction que le jeu est déjà fait. Donc à quoi sert finalement d'aller s'acquitter de son devoir du vote, étant donné que les résultats sont connus d'office. Donc, ce sont ces facteurs, entre autres, qui expliqueraient le pourquoi nous avons assisté à un taux aussi faible lors de ces deuxièmes tours de l'élection présidentielle. David, est-ce que vous pensez que cette faible mobilisation des électeurs pourrait être due au fossé, au manque de confiance entre l'électeur et le politique? C'est clair qu'une forte attente planait sur l'issue de ces élections-là en termes de changement, en termes de renouveau, en termes d'alternance. Et je continue sur la même longueur d'onde que le docteur pour dire que le constat d'échec, il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment de déception, un sentiment de frustration qu'on peut déceler effectivement dans le rang des électeurs. Moi, j'ai croisé courant matinée des vagues de cortèges, de mariages, voilà, des événements qui ont complètement damé le pion sur l'événement important que le pays est en train de vivre aujourd'hui. Et donc ça en dit long sur la déception de l'électeur. Vous voyez que c'est vrai que malgré les mots d'ordre donnés au sein par les états-majors des partis qui ne sont pas allés à ces élections-là. Vraiment, les électeurs, dans leur majorité, qui appartiennent à ces partis ou hommes politiques, ils avaient la tête ailleurs et on sent que vraiment, il n'y avait vraiment pas une autre alternative qui pouvait les inciter à se surpasser et à accomplir leur devoir de vote. Baba Dakono, lorsqu'on a plus de 8 millions d'électeurs et qu'on a moins de 3 millions qui aillent voter, même si on n'a pas encore les chiffres officiels, lorsqu'on a moins de 3 millions qui votent, qui élisent le nouveau président, finalement, est-ce qu'on ne se demande pas en quoi réside la légitimité du nouveau président? En fait, ça va ramener la question au débat entre légitimité et légalité. C'est un débat sans fin, en fait, pour les observateurs qui vont se ranger du côté de la légalité. Même 100 000 électeurs sur les 8 millions confèrent une légalité au président de la République. Donc on va s'accrocher sur la dimension légalité. Maintenant, par rapport à la légitimité, elle sera toujours discutable. Et ce sera important, surtout dans le contexte malien, contexte de crise, qu'un président élu puisse avoir le maximum de légitimité possible. Parce qu'au-delà de la participation, ce scrutin, comme vous l'avez vu, a été organisé dans des contextes particuliers par endroits où beaucoup de personnes n'ont pas pu voter, où des limites par rapport au scrutin ont été dénoncées ça et là. Donc tout ça, que ce soit aujourd'hui le candidat Ibrahim Boubacar Keïta ou le candidat Soumaïla Cissé qui soit élu au terme de ce scrutin, le président va souffrir de cette légitimité et ça va être un peu difficile, mais la gestion va surtout dépendre de comment finalement il va recevoir sa victoire au sortir de cette élection et quel type d'équipe il va essayer de mettre en place pour pouvoir gérer les affaires courantes. Sinon, dans tous les cas, ça va être, on risque d'avoir au moins, en tout cas au cours du début du mandat, cette crise de légitimité. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur le taux de participation pour rappeler deux dimensions. La première, c'est que le scrutin de 2013 est quand même une référence en termes de participation. Depuis l'avènement de la Troisième République, c'est le scrutin qui a vu le plus haut taux de participation. Et même au cours de ce scrutin, on a vu qu'au second tour, il y a eu au moins 7% d'écart entre le premier et le second tour. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, dans tous les cas, la participation baisse parce que les gens se disent
bon, mon candidat n'est plus là en jeu, ou le résultat risque de ne pas changer fondamentalement. Donc, dans tous les cas, en termes de participation, le deuxième tour, le second tour est relativement plus bas en termes de participation qu'au premier. L'une des missions des partis politiques, c'est de convaincre les électeurs à aller voter, c'est éduquer de manière citoyenne leurs électeurs à aller voter. Et finalement, quand on voit le faible taux de participation, est-ce qu'on peut estimer que quelque part les partis politiques ont échoué? Pas en termes de partis politiques, mais en termes d'acteurs politiques tout court. C'est-à-dire, depuis l'avènement de la Troisième République, on a assisté de façon progressive à l'élargissement du fossé, comme vous l'avez dit en début d'émission, entre les acteurs politiques et les citoyens. Malheureusement, les rendez-vous électoraux ont contribué à agrandir ce fossé-là. Et aujourd'hui, rien n'indique sans véritable réforme de notre système électoral que ce fossé serait comblé. Donc plus on avance dans le processus et plus le fossé s'agrandit entre les deux. Le docteur Tounkara l'a rappelé tout à l'heure, les gens ont d'abord le sentiment que le vote ne change pas grand-chose. Le deuxième sentiment, c'est que les gens se disent, dans tous les cas, les acteurs politiques roulent pour eux-mêmes. Entre eux, ils ont des intérêts que nous, on n'a pas. Je ne vois pas pourquoi je vais participer à ce jeu politique. Finalement, la dimension, c'est la hiérarchisation des activités quotidiennes. Parce que si vous voyez, cette élection intervient dans un contexte hivernal. Et vous allez d'ailleurs remarquer que le taux de participation grimpe en fin de journée parce que dans la matinée, les gens vont aller aux occupations agricoles et puis après venir voter. Ça, c'est pour ceux qui ont l'envie de le faire. C'est-à-dire, aller voter intervient dans la hiérarchie du quotidien comme un acte secondaire. David a parlé tout à l'heure de mariage. Les gens préfèrent autre chose à aller voter parce que, comme je l'ai dit, se disant non seulement mon vote change pas fondamentalement la donne, mais et surtout, la politique, c'est une affaire des politiques. Ça ne me concerne pas parce que finalement, les gens sont allés voter, les gens ont élu des dirigeants, que ce soit au niveau local ou au niveau national, mais ont eu très peu d'impact sur le changement de leurs conditions de vie. On a l'impression que c'est la même chose. Par contre, les gens qu'ils élisent, l'élite, on voit, pour certains en tout cas, une amélioration rapide de leurs conditions. Donc ça reste une affaire entre eux à laquelle, bon, si je peux, je participe, sinon je m'abstiens. Au premier tour, on a constaté que dans plusieurs localités du nord et du centre, les électeurs n'ont pas pu voter. Nous prenons la direction de Mopti pour retrouver notre correspondant Mamadou Bokoum pour savoir à quoi a ressemblé la journée électorale dans cette région. Mamadou Bokoum, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends très bien. Issa, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les auditeurs de Tamani. Merci d'être en ligne avec nous. Dites-nous, dans la région de Mopti, comment les opérations de vote se sont déroulées aujourd'hui? Eh bien, ce deuxième tour de l'élection présidentielle s'est déroulé plus ou moins dans le calme dans la commune urbaine de Mopti. Et les bureaux ont ouvert à 8 h et sont refermés à 18 h comme prévu par la loi. Constat général, c'est que le taux de participation n'a pas atteint celui du premier tour, selon des présidents de bureaux de vote qu'on a assistés. S'agissant donc de la sécurisation à Mopti-Ville, le dispositif a été revu. Donc, il y avait plus d'agents au premier tour. Quant aux observateurs, il y avait ceux du POSIM, des médiateurs sociaux. La CENI et les délégués de la Cour constitutionnelle étaient également présents. Nous avons fait un tour à Sofara, où moins d'une semaine, une dizaine de corps sans vie ont été retrouvés, histoire de voir si cette situation a impacté le vote. Selon le sous-préfet de l'ex-arrondissement de Sofara, les 61 bureaux de vote contre la sous-préfecture ont été ouverts. Mais derrière le fleuve, dans la commune de Semaï, il n'y a pas eu de vote à Kadio et à Kounti. C'est ce qu'on peut retenir. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à Sofara, il y avait un dispositif sécuritaire drastique pour que les électeurs puissent aller voter. Alors, malgré ce dispositif sécuritaire, est-ce qu'on a senti aujourd'hui que les électeurs avaient la peur au ventre et que certains auraient pu s'abstenir d'effectuer le déplacement vers les urnes?
En tout cas, pour ce qui concerne Mopti, il n'y avait pas de peur proprement dite. Donc, il y avait donc les gens qui s'abstenaient pour aller voter, puisque selon les uns et les autres qu'on a pu demander, ils disent, bon, est-ce que même s'ils ont voté, leurs voix vont être décomptées. Donc, en tout cas, je crois que c'est un découragement de la plupart de ceux-là qui ont décidé de s'abstenir au second tour de l'élection présidentielle. Merci Mamadou Bokoum pour ce point complet du déroulement des opérations de vote dans la région de Mopti. Alors, nous poursuivons le débat dans ce studio. Docteur Tunkara, finalement, lorsqu'on voit l'insécurité dans beaucoup de localités et que certains électeurs sont privés d'aller voter, on se demande est-ce que ces élections ont été inclusives et libres? Alors, au-delà de l'inclusivité ou de la liberté que pourrait avoir ce scrutin, il est extrêmement important de rappeler qu'aujourd'hui, dans la région Mopti, s'il y a une préoccupation aujourd'hui qui est partagée par l'ensemble des populations de la Lité-Région, la préoccupation est là pour nous, justement, la sécurité. La région de Mopti, aujourd'hui, a la ferme conviction que le pouvoir central de Bamako peut soucier de son avenir. Pour preuve, on parle de la légitimité dans sous peu. Cette légitimité, quand même, au regard du quinquennat qui arrive à son terme, il a eu quand même la légitimité en 2013. Mais il n'a pas pu apporter des réponses satisfaisantes aux demandes sociales exprimées par les populations mopti, notamment lesquelles populations ne demandent qu'une justice équitable et égalitaire, lesquelles populations aujourd'hui ne demandent qu'à l'État central d'accomplir de façon sérieuse ces fonctions régaliennes qui sont cette sécurité, qui sont justement l'accès à l'eau potable, qui sont justement ces activités génératrices de revenus. Il y a pas mal de localités dans la région de Mopti aujourd'hui où les populations ont du mal à se mouvoir en toute quiétude. Donc finalement, le sentiment que cette élection présidentielle donne aux populations de Mopti, c'est ce désintérêt que nous, qui ne sommes pas concernés par l'insécurité, manifestons à leur égard. Comment vous pouvez comprendre de 2012 à aujourd'hui, toute une région qui est émaillée par l'insécurité, et nous parlons d'élections. Donc je crois que cette abstention, pour le cas précis de Mopti, elle n'est pas que sécuritaire. Elle questionne également si vous voulez, le fondement de notre constitution. Sommes-nous d'accord que tous les Maliens sont égaux, tous les Maliens doivent bénéficier les mêmes privilèges de l'État-nation? Mais comment pouvons-nous continuer à parler d'élections étant donné qu'une bonne partie déjà du territoire est sous occupation, une bonne partie de cette population, effectivement, peine à se mouvoir, peine justement à se rendre à des différentes foires. Pas mal de forains sont attaqués ça et là. Donc, finalement... Est-ce que vous voulez dire qu'on devait repousser les élections? Est-ce que dans ce contexte, on ne devrait pas tenir les élections? Non, naturellement, les élections n'apportent rien en termes de solution durable à l'insécurité à laquelle Mopti fait l'objet aujourd'hui. Si les élections pouvaient changer, elles allaient changer depuis 2013. Soyons sérieux avec cette question d'insécurité. Pour le cas du Mali, ce ne sont pas les élections qui peuvent apporter des solutions. Aujourd'hui, avons-nous en face... les élections peuvent légitimer le pouvoir en place. Et l'heure n'est pas la légitimité. Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui ils sont très légitimes au regard des résultats obtenus à l'issue du scrutin de 2013, justement. Donc je pense que la question, elle n'est pas la légitimité. Sommes-nous capables d'apporter des solutions durables aux problématiques auxquelles ces différentes localités traversées par l'insécurité font l'objet? Lesquelles problématiques ont pour nom qu'on arrive déjà à revoir le Malien dans son ensemble? Prenez aujourd'hui la justice de la région de Mopti. Prenez aujourd'hui la chefferie locale de la région de Mopti. Prenez l'accès aux ressources naturelles de la région de Mopti. Cette hiérarchisation ethnique de la région de Mopti. Voilà des problématiques auxquelles, effectivement, aucun candidat, si vous avez suivi quand même les différents discours dont les différents candidats ont fait l'objet durant toute la période de ces campagnes électorales, c'est quand même honteux pour un pays sérieux. Je vais quitter le régime, je ne vais pas le quitter. C'est tellement simpliste. Très peu de candidats, justement, ont eu le courage, justement, de nous apporter des solutions durables à ces questions de sécurité, de nous apporter des solutions durables à le fait que la justice est rendue à géométrie variable. C'est ça, justement. Si on ne s'attaque pas à cette question d'éthique qui est absente chez pas mal d'agents de l'État à Mopti, à cette question de déontologie dont beaucoup d'agents dans la région de Mopti s'en moquent pas mal. Je crois que ce sont des difficultés auxquelles, effectivement, l'insécurité de Mopti ne peut être perçue que si seulement si ces difficultés sont sérieusement prises en compte
par l'élite au pouvoir. Or, pour le cas précis du Mali, ce ne sont pas les élections qui pourraient apporter des solutions, mais plutôt toute une réforme du système. Et pour ce faire, je crois que la solution, elle est loin d'être dans le scrutin. Baba Dakono, avant de donner la parole à David, Baba Dakono, vous avez travaillé sur le projet de société des différents candidats. Est-ce qu'on a senti dans les différents documents que la question de Mopti a été reléguée au second plan? Pas spécifiquement, ou pas en particulier toutes les questions qui ont été abordées tout à l'heure par le docteur Tunkara, auxquelles je souscris d'ailleurs. Mais dans la plupart des projets de société, les candidats étaient disposés d'abord à entamer les réformes utiles et nécessaires pour justement prendre en charge les questions de justice, pour prendre en charge l'amélioration de la gouvernance afin que les services rendus par l'État puissent profiter aux différentes communautés. Mais au-delà de ça, dans de nombreux projets de société, il était question d'instaurer un dialogue inclusif au plan d'abord local, puis régional et national, pour prendre en charge ces questions à travers les voix des populations elles-mêmes. Donc, si vous voulez, de façon spécifique, pas, mais de façon globale, puisque dans tous les cas, ça reste des projets de société. Pour certains, d'ailleurs, ce sont des catalogues de bonnes intentions qui n'adressent pas spécifiquement les problèmes, mais de façon globale, répondaient et prenaient en charge ces questions. David, je reviens à vous, mais en attendant, nous avons un Malien de la diaspora, Moussa Sidibé. Vous êtes Malien et résident en France. Dites-nous en France comment les élections ont eu lieu aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je remercie vos auditeurs et complètement les débatteurs du plateau. Bon, les élections se sont bien déroulées en termes de mise en place et de logistique. Bon, même s'il y a eu quelques soucis liés à l'organisation. Moi, quels sont ces soucis-là? Moi, je l'ai dit, j'ai fait le premier tour au Mali, le deuxième tour, je l'ai fait à Paris. Les soucis spécifiques, c'est le fait d'avoir regroupé des bureaux de vote sur des centres de vote sans vraiment informer largement l'électorat. Ça a quand même créé pas mal de soucis parce que les lieux de vote sont très loin souvent des lieux de résidence des Maliens, ce qui fait que les Maliens sont souvent réticents à faire de longues distances pour aller accomplir leur devoir citoyen. D'autant plus que nous sommes au second tour. J'ai écouté tous les intervenants par rapport à la baisse du taux de participation. Effectivement, la spécificité de Paris est liée au fait que, au-delà du fait que les citoyens peuvent considérer que leur candidat n'est pas arrivé au second tour, il y en a qui ont un peu baissé le bras. Et il y en a aussi qui peuvent penser aussi que les dés sont déjà jetés, que leur voix ne compte pas trop et que ça ne sert à rien. Mais il y a aussi surtout le fait que les lieux de vote sont très souvent éloignés des lieux de résidence des Maliens. Surtout quand on va vraiment moi je suis dans la banlieue ouest de Paris, où nous avons, les gens peuvent faire une vingtaine ou une trentaine de kilomètres pour aller voter. Et on est en week-end. Les gens sont souvent en période de repos. Et pour ceux qui connaissent l'emploi du temps des Maliens en termes de travail, tout le monde sait que le week-end est assez sacré. Voilà quelques éléments qui peuvent souvent expliquer une faiblesse du taux de participation des Maliens. Et sans compter que les acteurs politiques ont aussi peiné à se regrouper pour donner plus de motifs ou de motivation aux citoyens pour aller vers la zone. Moi j'ai discuté avec quelques agents électoraux qui ont fait les deux tours. Il y en a qui m'ont dit clairement, effectivement, quand j'étais à Bamako, effectivement, je récoltais un peu les informations sur le premier tour. Il s'est trouvé que l'affluence au premier tour n'a fait vraiment rien à voir avec le second tour. Le second tour, c'était une affluence très très faible. Voilà. Moussa, est-ce que nous devons comprendre que à Paris, les bureaux de vote ont été centralisés à un seul niveau, si j'ai bien récapitulé? Non, ce n'était pas centralisé à un seul niveau. C'était centralisé à
la cartographie a été faite bien avant le scrutin. Mais je dis simplement que dans certaines localités, la centralisation est un facteur de démotivation des citoyens. Sinon, la centralisation n'est pas faite sur un seul lieu. C'est des points, comme on appelle des centres de vote, qui sont c'est des gymnases qui sont utilisés par le service consulaire et de l'ambassade pour regrouper des bureaux de vote. Ça peut être l'ouest parisien, ça peut être le centre parisien, ça peut être le sud parisien, ça peut être les régions. Mais quand je vous dis, par exemple, l'ouest parisien, les gens sont regroupés dans un centre de vote où on doit faire une trentaine de kilomètres pour aller à ce centre de vote, alors qu'en 2013, on pouvait faire juste quelques kilomètres pour aller faire son vote dans une mairie qui est tout proche de son lieu de résidence. Voilà quelques éléments qui peuvent expliquer un peu la démotivation des citoyens à aller vers le centre de vote. Voilà. Dans le centre où vous avez voté, est-ce que sur place, il y avait les cartes d'électeurs? Est-ce qu'on a distribué les cartes d'électeurs sur place? Bon, le problème des cartes d'électeurs ne s'est pas posé dans ce sens. Les cartes d'électeurs étaient là. Mais le seul problème, c'est vraiment l'accès à ces cartes d'électeurs. C'est qu'on a mis des cartes d'électeurs, mais la distribution était totalement désordonnée. Il y avait une queue énorme. Les gens pouvaient faire moi j'ai vu des gens faire plus d'1 heure de queue pour avoir des cartes d'électeurs. Et à la fin du scrutin, à la fermeture des bureaux de vote, il y avait une queue de plus de 30 personnes qui n'avaient pas reçu leur carte d'électeur et qui ne pouvaient plus voter. Voilà ce à quoi les Maliens de France peuvent faire face. Bon, ça n'excuse pas les citoyens qui étaient appelés à aller récupérer leur carte d'électeur depuis de longues semaines et qui ne l'ont pas fait, qui se sont pointés aujourd'hui dans les bureaux de vote pour pouvoir récupérer les cartes d'électeurs sur place. Mais la distribution était très désordonnée, très désorganisée. Moussa, une dernière question avant de vous laisser. On a vu un incident qui a défrayé la chronique lors du premier tour, c'est cette affaire d'intoxication alimentaire. Dites-nous comment ça s'est passé cette fois-ci? Ouais, bon, ça, je pense que l'intoxication alimentaire, c'est dû, éventuellement, je pense que c'est dû à une mauvaise qualité d'aliments qui a été distribuée aux agents électoraux. Cette fois-ci, je pense que le consulat a décidé que tous les partis politiques se chargent un peu des agents électoraux. Et je pense qu'ils ont dû peut-être donner de l'argent aux agents électoraux en augmentant un peu les gardiens pour que chacun puisse se rassurer. Bon, à gauche, à droite, il y a des gens qui ont pu faire des préparations de repas pour donner aux agents électoraux. Il n'y a pas eu de soucis cette fois-ci, du moins dans le centre de vote où j'étais, qui était le centre névralgique de cette intoxication. Je n'ai pas constaté d'intoxication cette fois-ci. Tout le monde a mangé avec ses moyens de bord ou des partis politiques ont éventuellement aussi préparé des plats ou sont allés acheter des sandwichs dans les restaurants pour distribuer à des agents électoraux. Il n'y avait pas d'intoxication. D'accord, merci Moussa. Je rappelle que vous êtes malien de la diaspora basé en France où on constate une forte présence de la communauté malienne. David, peut-être une réaction à ces différentes informations qui nous parviennent de Mopti et de Paris. Oui, bien sûr. C'est toujours pour rebondir sur la question du centre et le fait que la question du centre n'ait pas été traitée en profondeur dans les programmes de société des différents candidats. Voilà, comme Baba l'a si bien dit, je pense que c'est une question extrêmement sensible à laquelle non seulement les candidats arrivés au second tour, mais aussi ceux qui étaient là. C'est une question à laquelle ils ont fait très attention parce que les recettes, elles ne sont pas miraculeuses. Elles découlent de choix, d'idées. Et donc, c'est un peu pour expliquer pourquoi la question n'a pas été abordée en profondeur. Et voilà. Maintenant, par rapport à l'organisation pratique, j'avais pensé que on allait en parler au cours de cette émission. L'organisation pratique, c'est vrai que l'auditeur, le contact
en France qui vient de parler, il dit qu'il a évoqué la question des cartes d'électeurs. Le bureau dans lequel j'ai voté, par exemple, ce matin, il y avait vraiment une pactole de cartes d'électeurs non retirées. Et moi, n'ayant pas pu retirer la mienne le jour du scrutin, le premier tour, aujourd'hui, j'ai pu retirer la mienne. Et sur une centaine de cartes, j'étais pratiquement le troisième à retirer ma carte à la mi-journée. Donc ça veut dire que là, il y a un gros souci qui traduit encore une fois la démobilisation des électeurs. Sinon, sur d'autres plans, selon les remarques que j'ai pu faire dans l'ensemble, l'administration, puisque bon, elle était acculée, elle a subi toutes les pressions qu'il fallait pour que l'organisation de ce deuxième tour soit une réussite. Voilà, vous avez dû remarquer aussi que les forces de sécurité, vraiment, elles étaient en place. L'administration, elle a tenu ses promesses selon mes remarques, mais je ne sais pas si le même dispositif, on parle spécifiquement du cas de Mopti, si réellement, beaucoup me l'a dit, mais je ne sais pas s'il y a des zones où, en réalité, peut-être les prochains jours nous permettront de savoir exactement si l'élection a été sécurisée partout sur le territoire. Voilà. D'accord. Et docteur Tounkara, l'un des enjeux de ce deuxième tour, c'était aussi les ralliements et les jeux d'alliance qu'on a vus. Et souvent, pour certains, ça ressemblait beaucoup plus à des retournements de veste qu'à une question d'orientation idéologique claire. Finalement, est-ce que par rapport à notre démocratie, par rapport à la culture démocratique, est-ce que sur ce point, il n'y a pas véritablement du chemin à parcourir? Donc clairement, le chemin est très loin à parcourir. D'ailleurs, lorsqu'on regarde avec une attention particulière la manière dont certains candidats ont demandé de se rallier, d'autres non, cela témoigne à suffisance à combien sommes-nous en fait d'une démocratie qui est loin d'être aboutie, qui n'est même pas en construction, je dirais, qui est vraiment dans ses phases embryonnaires. Laquelle démocratie déjà n'encourage pas la pluralité des points de vue. Voilà, sommes-nous dans un pays où, lorsqu'on apporte un point de vue contraire à celui d'autrui, sommes-nous perçus comme un ennemi ou comme un ennemi à abattre. Donc c'est pour vous dire que dans le contexte malien, vous regardez les médias publics notamment, qui sont quand même, qui doivent être le lieu où la pluralité des points de vue ne doit souffrir d'aucune, si vous voulez, insuffisance. Mais malheureusement, si vous regardez les chaînes qui sont accessibles par un nombre important de nos concitoyens, ce sont des chaînes justement qui ne sont pas du tout ouvertes à la pluralité des pensées. Donc or, un des aspects importants lorsqu'on parle de la démocratie, c'est cette pluralité des points de vue, c'est l'acceptation du point de vue contradictoire ou du point de vue contraire au nôtre. Donc je crois que s'il y a rapidement un travail à accomplir pour la construction du processus démocratique dans le contexte malien, c'est d'accepter déjà la contradiction, ce qui est très loin d'être le cas dans le contexte malien. Et surtout, la redevabilité. On ne peut pas comprendre dans un régime démocratique que l'élite au commande ou au pouvoir ne rend pas de compte avec, si vous voulez, une lecture claire de ce qu'elle fait, avec une lecture claire de ses orientations. Si vous regardez des années 2000 à maintenant, il y a une régression nette des acquis démocratiques, parce que laquelle régression a pour nom le refus, si vous voulez, de la contradiction, le refus de rendre des comptes aux populations. S'agissant le cas précis de l'élite politique, effectivement, si vous regardez les candidats malheureux qui n'ont pas pu prendre part à ce second tour, certains se sont accrochés aux référents religieux, ce qui est scandaleux dans une démocratie. Sommes-nous tous des religieux, sans équivoque, chrétiens, musulmans ou autres. Mais en tout cas, ce qui est dangereux, parce que la religion, elle a cette particularité, si vous voulez, d'être dogmatique. Or, quand on est dans les dogmes, justement, naturellement, autrui est perçu comme différent de nous, comme non abouti, comme à la limite la moitié. Un autre constat alarmant lorsqu'on regarde avec attention, dans le cas précis du Mali,
c'est ce référent communautaire également qui apparaît. Il y a quand même des localités où des candidats ont été choisis, non pas parce qu'ils avaient conçu un projet de société de qualité, parce qu'effectivement, ils sont de la même ethnie, ils sont de la même communauté. Ce qui est extrêmement grave, parce que les gens n'ont pas le courage de les dénoncer. Il y a des partis dans le contexte malien où on a quand même un nombre important de membres qui ont effectué le choix, non pas pour des raisons liées à la faisabilité du programme conçu par les candidats, mais la seule raison valable qui expliquerait leur choix est là pour nous, effectivement, cette raison. Le référent communautaire est là pour nous, cette raison. Justement, le référent géographique. Je crois que qui parle de la démocratie, parle de cette État-nation où toutes les singularités doivent être justement, à la limite, religieuse. Je n'ai pas à me présenter au Mali en tant que musulman, en tant que chrétien, en tant que Dalai Lama. Ce qui importe dans le contexte malien, c'est dire concrètement quelles sont les solutions que j'ai susceptibles d'apporter justement des réponses satisfaisantes à ces demandes sociétales. Comment j'entends donner l'eau potable aux Maliens? Comment j'entends proposer un système éducatif de qualité aux Maliens? Comment j'entends justement, comment je prévois l'employabilité de ces jeunes? Voilà entre autres des questions que les Maliens doivent poser justement ces politiques. Mais si l'on regarde avec une lecture sérieuse, on se rend compte que ce sont des problématiques qui sont mises sur la touche. Or, lesquelles problématiques sont fondamentales dans un processus démocratique. Donc voilà, il est important qu'on arrive à désethniciser le champ politique. Il est important que les religieux soient mis sur la touche, non pas parce qu'on ne veut pas qu'un musulman ou un chrétien vote, on peut être candidat, mais on n'a pas à être candidat ou on n'a pas à appeler justement à voter au nom du référent religieux, ni au nom du référent communautaire dans une démocratie proprement dite. D'accord. Baba Dakono, est-ce que le manque de redevabilité de l'élite politique vis-à-vis du citoyen a contribué à créer ce fossé-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'avis que certains qui pensent que vraiment notre démocratie doit être repensée? Absolument, sur le fait que la démocratie doit être repensée, parce que l'objectif au départ, c'était que le système démocratique puisse permettre d'abord aux populations de désigner les personnes de leur choix pour qu'ils soient administrateurs des affaires de la cité. Et le deuxième, c'est que la démocratie, vous l'avez dit, en filigrane, permet ce mécanisme de redevabilité. C'est-à-dire nous avons choisi nos administrateurs, ils doivent pouvoir nous expliquer ce qu'ils ont fait du mandat qu'on leur a donné. Et normalement, les rendez-vous électoraux, c'est pour sanctionner, dans notre cas en tout cas, ce mandat. Dans d'autres mécanismes, dans d'autres systèmes, il existe des mécanismes intermédiaires qui permettent de faire valoir ce devoir de rencontre. Mais chez nous, c'est pratiquement les rendez-vous électoraux qui en constituent la base. Mais malheureusement, sur le fait de rendre compte, on voit tout de suite le niveau national. Et au niveau national, on voit le président de la République, le gouvernement. Mais il faut se rendre compte que cette absence de redevabilité, c'est à tous les niveaux, au niveau local, au niveau des collectivités où le maire rarement fait la reddition des comptes. On a vu ces dernières années certains le faire, c'est une bonne chose, mais si on pouvait le répandre à tout et en faire une exigence démocratique, ce sera une bonne chose. Et au plan national également, on le fait. Et souvent, ça atteint des proportions telles qu'on a même l'impression que les gouvernants ont du mépris pour les gouvernés. Chaque fois qu'un gouverné a l'audace, entre guillemets, de demander ce qui se passe avec la gestion des fonds publics ou a l'audace de demander pourquoi un tel texte, on a l'impression que la réponse du gouvernement, c'est à la limite un mépris vis-à-vis de cette demande qui est légitime et qui est fondamentale dans un système démocratique. Et comme je l'ai dit, finalement, chez nous, c'est à travers les rendez-vous électoraux que le citoyen a la possibilité de demander des comptes. Même là, si on prend l'exemple de cette élection, ça a très peu de place. On a vu très peu de débats sur ce qui a été fait et comment ça a été fait. On a eu très peu de débats sur ça, alors que c'était, en tout cas au plan national, l'occasion ultime de rendre des comptes pour que ce mandat puisse être renouvelé. Mais si j'ai quelques minutes, j'aimerais juste rebondir sur un des éléments très importants que Dr Tounkara a évoqué sur l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion. C'est tellement tragique qu'on a l'impression au cours de ces dernières années que finalement, tellement que la pensée unique a pris de la valeur, on a opposé deux types de Maliens. Il suffit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, on ne voit plus l'idée, mais on voit le porteur d'idée.
Et c'est tellement dommage qu'on le retrouve même au sein des pouvoirs publics. Le bon malien et le mauvais malien qui n'a été construit que sur la base de l'opinion. Dès que je ne suis pas d'accord avec l'opinion de quelqu'un, qu'il soit du pouvoir public ou de l'opposition, je suis perçu comme du mauvais côté du Mali, donc le mauvais malien. La situation que l'on vit, que l'on a vécue avec les inquiétudes, les incertitudes autour de cette élection, est finalement le résultat de ce processus de catégorisation ou de polarisation des Maliens, finalement. Donc, on a les bons Maliens d'un côté et les mauvais Maliens de l'autre côté, suivant là où on se trouve, et qui, au lieu de faire le débat sur l'opinion, finalement, font le débat sur eux-mêmes ou leurs partisans. Donc, c'est très dangereux et que si on ne trouve pas le moyen de freiner cette situation rapidement, c'est l'une des conditions qui sous-tend les événements déplorables tels que les affrontements et les crises liées aux élections. David, dans quelques heures, les résultats devraient nous permettre de connaître le futur président du Mali. Et qu'est-ce que son élection va changer dans l'évolution du pays et quelles sont ses priorités, à quoi il doit s'attendre selon vous? D'accord, merci. Très rapidement, je voulais juste dire un peu ce que je pense à propos de ce que le docteur a dit. Et par rapport à la diversité des pensées, moi, j'illustre très souvent mes propos par un exemple que j'ai vécu l'autre jour devant mon bureau. Il y a une vague de... Voilà, vous voyez les deux slogans qui font la mode aujourd'hui, bois bla, boita bla. Il y a un groupe qui scandait boita bla, boita bla. Et il y a un petit qui était là, qui a répondu bois bla. Et il a fallu qu'il dise ça pour que ceux qui disaient le contraire se détachent et viennent le tabasser à sang. Et pour dire que, encore une fois, c'est déplorable. Et cette diversité de pensée a des belles routes. Et il y a un grand défi dans ce sens. Et les acteurs politiques doivent y travailler. Et maintenant, en termes de priorités, les priorités. Voilà, je pense qu'il y a... Voilà, les priorités, elles sont nombreuses. Je pense que les candidats... D'abord, est-ce que l'élection va changer quelque chose? Que le Mali ait un nouveau président, ça change quoi? Bon, dans la forme, ça change, oui. Mais je pense que le fond, c'est vraiment ces attentes sur le plan sécuritaire, la santé, l'éducation, voilà, la cohésion sociale. Comme vous le savez, c'est déterminant pour que le Mali se remette, l'économie surtout, pour que le Mali se remette sur pied. Baba. Comme il a dit, les priorités sont nombreuses, mais la plus importante, mais peut-être elle est évasive, mais en tout cas c'est elle qui sous-tend toutes les autres, c'est aujourd'hui la capacité de restaurer l'état du Mali sur l'ensemble du territoire, mais aussi son utilité pour les communautés. Ce qui se passe au centre, ce qui se passe au nord, et ce qui pourrait se passer dans d'autres contrées du pays, c'est l'exploitation ou l'instrumentalisation des failles de la gouvernance. Il faudrait que l'État, réinstauré sur l'ensemble du territoire, améliore son mode de gouvernance au plan national et au plan local, et que ce soit un État utile pour les communautés. Sans quoi, toutes les limites sont exploitées par les réseaux criminels, les groupes extrémistes violents pour installer davantage l'insécurité. Docteur Toungara, très rapidement, l'élection va changer quoi? Bon, l'élection, fondamentalement, elle ne peut rien changer. Mais ce qu'il faut faire au cas où elle pourrait changer, très rapidement, c'est de distribuer la justice de façon égalitaire et équitable entre tous les Maliens. Et deuxième élément, très rapidement, si l'élection pouvait changer quelque chose, c'est surtout de veiller à ce que la question d'éthique, la question de morale soit démise. Vous ne pouvez pas prétendre opérer un changement quelconque si les acteurs qui doivent porter ce changement eux-mêmes ne sont pas orthodoxes avec eux-mêmes. Si ces acteurs eux-mêmes, justement, ne veulent pas rendre de compte. Si ces acteurs eux-mêmes ne veulent pas des acteurs rigoureux, comment voulez-vous qu'il y ait des changements, étant donné que nous ne sommes pas orthodoxes avec nos principes, nous ne sommes pas cohérents avec nos principes? Merci. C'est donc ce qui met fin à ce numéro de votre émission Grand Dialogue consacré au bilan du second tour de l'élection présidentielle au Mali. Nos invités, Baba Dakono, chercheur à l'ISS, Institut d'études et de sécurité du Mali, David Dambélé, journaliste, Dr Ali Toungara, sociologue, professeur à l'Université du Mali. Studio Tamani boucle ainsi son antenne spéciale initiée à la faveur de cette journée électorale. Merci à tous nos auditeurs.
aux radios membres de l'URTEL, notamment celles qui ont synchronisé toute la journée. Merci à nos correspondants et nos reporters qui se sont mobilisés toute la journée. Merci à l'ensemble du personnel de Studio Tamani. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Bon retour chez vous. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.